Bonjour à tous et bienvenue dans le webinaire avec Saxo Bank et Martin de Mister IA. Donc le but de ce webinaire, c'est un peu de décrypter, déchiffrer qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle de manière générale. Ça sera une première partie que Martin va vous présenter. Et puis dans une seconde partie, moi, j'interviendrai sur la partie plutôt bourse, marché financier, quelles sont les entreprises qui tirent leur épingle du jeu avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. Parfois, ce n'est pas toujours les entreprises auxquelles on peut penser. On va essayer d'aller un cran au-dessus, de réfléchir au-delà en fait de l'intelligence artificielle pure, mais savoir voilà, comment pouvoir monétiser, quelles sont les entreprises qui le monétisent déjà, comment elles font. Donc, je vais laisser Martin, d'ailleurs que je remercie encore une fois hein, pour son intervention, de se présenter et puis de lancer sa partie. Eh ben avec grand plaisir. Merci beaucoup, Nicolas. Bonjour tout le monde. Peut-être, est-ce que vous pouvez nous mettre un peu dans le chat où vous en êtes? J'aime bien faire ces petits sondages un petit peu. Vous mettez sur une échelle de 1 à 3 ou de 1 à 5, disons. 1, vous n'y connaissez rien à l'IA et 5, vous connaissez déjà très très bien. Pour que je vois un petit peu où vous en êtes. Vous avez accès soit au chat, soit aux questions. Vous verrez sur le côté. En effet, ben, ravi de pouvoir prendre cette grosse demi-heure, 45 minutes avec vous pour évoquer ces sujets. En 2 mots, moi, je suis Martin. J'ai fondé une boîte qui s'appelle Mysteria il y a un peu plus d'un an. On a une soixantaine de collaborateurs. On a 2 activités. Un, de faire du conseil pour aider les entreprises à implémenter de manière très concrète de l'IA générative dans leur quotidien, dans leur process, et 2, de former les collaborateurs, parce qu'on va le voir, c'est quand même le nerf de la guerre, apprendre à utiliser ces outils. Donc on fait ça, on a à peu près 400 clients et on a une soixantaine de collaborateurs. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous dire, c'est pas avec des mots techniques, on va pas aller dans des mots très techniques de qu'est-ce que c'est que l'IA, ça nous importe assez peu. Par contre, on va essayer de comprendre comment ça peut impacter votre business, qu'est-ce que votre vie en tout cas et votre quotidien professionnel plutôt. Qu'est-ce que c'est en termes d'outils, qu'est-ce qui existe concrètement, et puis comme l'a bien dit Nicolas, finir par tout ça, tout cet écosystème, tout ce qui existe et tout ce qui est créé un petit peu depuis 2 ans notamment, comment ça impacte les marchés boursiers et comment vous pouvez faire une analyse un petit peu de tout ça. Donc ça y est, je vois dans les questions, on a des premières questions, des premières personnes qui nous répondent. C'est assez bien réparti pour l'instant, entre du 1, 2, 3, 4, 5. Je regarderai un petit peu au fur et à mesure. Donc, pour commencer un petit peu cette partie, je vais vous parler un peu de ce qu'est l'IA et de ce qu'elle n'est pas, juste pour vous dire que l'IA, c'est quelque chose de très, très vieux. On entend beaucoup parler depuis quelques mois, quelques années, mais c'est beaucoup plus vieux. Je vous conseille une seule chose, déjà, c'est de regarder le film qui s'appelle Imitation Game sur Netflix, il est disponible, qui raconte l'histoire d'Alan Turing, un Anglais qui aurait créé les premiers algorithmes intelligents dans les années 42. Et donc, c'est la première fois à cette époque-là qu'on entend parler d'algorithmes intelligents. Et il faut attendre quelques années plus tard, donc c'est 54 exactement, pour avoir, ou un peu plus tôt même 52, pour entendre pour la première fois le mot intelligence artificielle. Donc, c'est une techno qui est en fait assez vieille. Ensuite, la deuxième grosse révolution, parce que dans les années 40, il se passe ces premiers algorithmes intelligents qui permettent de décoder Enigma et de gagner la guerre. Puis ensuite, pendant 20, 10, 20, 30, 40 ans, il se passe pas grand-chose. Et il faut attendre les années 90 pour voir apparaître ce qui va s'appeler le machine learning. Le machine learning, techniquement, c'est assez complexe, mais le principe est assez simple. On commence à partir des années 90 à entraîner ces réseaux de neurones artificiels, ces cerveaux artificiels, ces algorithmes intelligents avec beaucoup de données. Et on leur apprend à reconnaître des objets. Je donne un exemple classique. On crée un réseau de neurones artificiels, on lui donne 1 milliard de photos de maisons et on lui apprend à reconnaître une maison. Et derrière, quand on lui donne une maison et un immeuble, cette IA a la capacité de vous dire, ça je reconnais que c'est une maison, ça je reconnais que ce n'est pas une maison. Je donne un exemple, en médecine, ça fait longtemps que dans la médecine, nos radios ne sont plus lues par des yeux d'humains, mais par des outils de machine learning, entraînés avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos et qui sont donc maintenant en capacité de reconnaître des radios et de reconnaître notamment des potentielles maladies qu'on pourrait avoir. C'est le cas de Netflix aussi. Quand vous cliquez une fois, 2 fois, 50 fois sur un film de guerre, l'IA, elle va s'entraîner avec vos préférences, elle va comprendre que vous aimez les films de guerre et elle va vous pousser la 51e fois un film de guerre. Donc des machines qui ressemblent à des cerveaux artificiels, des réseaux neuronaux artificiels, qu'on entraîne avec beaucoup de données et qui sont en capacité de reconnaître des objets parce qu'elles ont été entraînées avec. Ça, c'est l'étape de base. Ensuite, la grosse dont on va plus parler aujourd'hui, c'est l'IA générative. L'IA générative, je vais essayer de le faire avec des mots simples là aussi. Le raisonnement, il est le même. Je crée des réseaux de neurones artificiels. Je les entraîne avec beaucoup, beaucoup de données. Sauf que cette fois-ci, je vais dire à mon IA, si tu es en capacité de reconnaître ce qu'est une maison parce que tu as appris ce qu'était une maison, tu vas être en capacité, et je vais te demander désormais, de me générer une photo de maison. Et donc, on a à partir de 2015 des IA qui, pour la première fois,
génère du contenu avec trois caractéristiques très importantes. Un, elle génère du contenu qui ne préexistait pas. Si demain, vous voulez une photo de Macron et Donald Trump qui s'amusent à faire la fête à Saint-Tropez, je pense pas que la photo existe encore, en tout cas, pour l'instant, vous ne l'avez pas vue sur Internet, mais vous pouvez tout à fait la créer avec une IA. Vous pouvez créer du contenu qui ne préexistait pas. Deux, vous pouvez créer du contenu potentiellement infini. Et là, on y reviendra peut-être, mais ça, c'est la créativité de l'IA qui est potentiellement infinie. Et troisièmement, alors ça va vous coûter beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie, mais vous pourriez le créer. Et troisièmement, vous allez créer du contenu 100% original. Vous ne pourrez pas créer deux fois le même contenu avec une IA. Chaque contenu va être original. Je vous le dis là aussi parce que dans votre utilisation de l'IA, parfois c'est perturbant. Et on se dit, tiens, je lui ai demandé deux fois la même image, il m'a pas fait la même image. Ben, c'est pas que l'outil marche pas, c'est que techniquement, c'est normal. Il faut s'y adapter, il faut s'y habituer. Les IA ne créent pas deux fois le même contenu. Donc là, c'est à partir de 2015. Et la dernière grosse révolution, c'est tout ce qui va être autour de l'IA, cette fois-ci générative de texte. Parce que je vous ai parlé un peu d'images à partir de 2015, mais il faut attendre 2017 pour que cette fois-ci, on ait des IA qui génèrent non pas des images, mais aussi du texte. Et qu'est-ce que ça veut dire générer du texte? Ben, c'est maîtriser un peu le langage humain. C'est pour ça qu'on parle de révolution des modèles de langage. Un modèle de langage, c'est une IA générative de texte, c'est la même chose, qui pour la première fois à partir de 2017 écrivent du texte, peuvent écrire un courrier, peuvent écrire un post LinkedIn, peuvent écrire un article de blog, etc. Donc ça, c'est vraiment la base qu'il faut retenir sur le style. Je vous le mets assez rapidement, mais sache que même si ça ressemble un peu à du langage humain, hein, on dit d'ailleurs aujourd'hui que les IA génératives de texte, elles ont passé le test de Turing. C'est-à-dire que si vous mettez une IA générative et un humain et que tous les deux parlent avec un chat à un humain, et ben l'humain en moyenne se fait plus souvent tromper par l'IA qu'il ne la reconnaît. Donc si vous donnez aujourd'hui un chat GPT un peu avancé à un humain, la plupart des humains croiront qu'il parle à un humain et qu'ils ne sauront pas qu'il parle à une IA. Donc elle passe le test de Turing, mais derrière, sachez que ça reste très mathématique et des milliards de calculs qui sont faits par seconde pour vous écrire des phrases mot par mot avec des calculs de probabilité. Donc, on va pas trop rentrer dans le détail, mais ça reste très mathématique. Et je passe là-dessus. Tout ça pour vous montrer que l'IA, c'est quelque chose de très, très large. Vous avez de l'IA dans Meilleur Agent quand elle vous estime les prix d'immobilier. Vous avez de l'IA dans Waze quand il vous estime le temps de trajet. Tout ça, c'est quelque chose de très, très large. Nous, ce qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui, c'est tout ce qui va être autour de l'IA générative et notamment les IA génératives de texte que vous voyez ici tout en bas. N'hésitez pas, je répète, si vous avez des questions, j'en vois quelques-unes qui arrivent et qui apparaissent. Notez-les. On reviendra dessus, on va vous y répondre, ne vous inquiétez pas. Si quelque chose n'est pas clair, si quelque chose est trop rapide, mentionnez bien, on arrive, on arrive. Juste, je passe là-dessus pour vous dire que l'entreprise qui découvre tout ça, c'est OpenAI, créée par Sam Altman et Elon Musk aux États-Unis en 2015. Et en fait, la grosse révolution, c'est que fin novembre 2022, bah, ça fait déjà 5 ans qu'ils ont cette super IA dans les mains qui crée du contenu, génère du mail et on verra tout le reste. Mais ce qui est très nouveau, c'est qu'ils décident fin 2022 de créer ChatGPT, qui en fait n'est qu'une interface qui nous donne accès à la meilleure IA du marché. Et en fait, à ce moment-là, il y a une vraie démocratisation de l'IA. Pour la première fois, vous pouvez et je peux manipuler depuis fin 2022 une IA. Parce que je vous parlais de Waze, je vous parlais de Meilleur Agent, ce ne sont pas des IA que vous pouvez manipuler, ce sont des IA qui vous donnent des résultats. Un, le prix immobilier et l'autre, le temps de trajet pour aller à votre destination. Et vous ne pouvez pas les manipuler. Ici, grâce à ChatGPT, pour la première fois, on nous met une IA générative dans les mains et on peut lui parler. On peut lui dire, fais-moi un texte. Et si on n'est pas content du texte, on peut dire, non, mais attends, ce texte, mets-moi plus de détails. Sur ce post LinkedIn, mets-moi un peu plus d'emphase. Sois un peu plus rythmé dans ton écriture, etc. Et vous allez dialoguer avec une IA, vous allez la manipuler pour la première fois à partir de fin 2022. Donc, il faut bien avoir en tête que la grosse, c'est pas tant une révolution techno. L'IA générative qui génère du texte, elle existe depuis maintenant bientôt 10 ans. Ce qui est très nouveau, c'est une révolution d'usage. Pour la première fois, le monde entier peut utiliser ces IA de manière très concrète. Je vous parle de ChatGPT, mais évidemment, il y a d'autres modèles d'IA qui existent. Je passe rapidement, mais il existe d'autres modèles sur le texte. On a Claude, qui a d'ailleurs levé aujourd'hui encore 6 milliards de dollars, valorisé à 60 milliards de dollars. C'est le plus gros concurrent de ChatGPT. Mais on a aussi Mistral, on en reparlera. Mistral, qui est un Français, un géant de l'IA en France, levé beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de clients, ils sont très sérieux. Donc retenez-les bien et testez-les parce que Claude Gemini de Google ou Mistral le français sont des super IA. On a la même chose sur l'image. Sachez que sur l'image aujourd'hui, on peut créer des images 100% réalistes avec de l'IA. On a des niveaux de génération d'images qui sont parfaits. Je vous ai mis quelques modèles qui existent sur la gauche, mais vous allez sur une IA et vous lui dites génère-moi une image pour ma pub pour ma pub d'un homme qui marche dans Paris sous la neige avec un menton fourrure, etc. Vous avez une image qui est parfaite. Donc déjà aujourd'hui, vous voyez tous les jours beaucoup d'images faites par des IA. On a pareil sur la voix. Alors ma petite vidéo fonctionne pas, mais vous avez la même chose sur la voix. Si vous donnez à Agen ici une vidéo de vous de 1 minute qui parle en français,
et ben, vous payez 5 euros et au bout de 1 minute, vous avez la même vidéo que vous, avec vos lèvres qui bougent parfaitement, votre timbre de voix parfait, mais qui parle en anglais, en turc, en chinois, en espagnol, peu importe. On maîtrise très très bien la voix aujourd'hui sur l'IA générative. Autre point qu'on maîtrise bien en IA générative, pardon, tac, c'est la vidéo. Aujourd'hui, vous pouvez aller sur les modèles que vous voyez sur la gauche, Runway notamment, et le modèle Sora, qui est le générateur de vidéos qui appartient à OpenAI. Et ben, vous pouvez leur dire, génère-moi une vidéo de 15 secondes, de 20 secondes, de 30 secondes, très réaliste, de chiens qui s'amusent dans la neige. Et vous avez directement sous vos yeux une vidéo. Pour votre contenu, communication, tout ce que vous voulez, c'est quand même assez puissant. Et le dernier que je vous mentionne, parce que vous pouvez l'utiliser, vraiment l'utiliser, c'est Perplexity. Perplexity, c'est un outil qui se trouve entre Google et ChatGPT. Ils prennent le meilleur de Google, à savoir qu'ils sont branchés sur Internet et qui cherchent toutes leurs sources sur Internet, et le meilleur de ChatGPT, à savoir qu'ils vous font des résumés plutôt que de vous donner 50 liens quand vous faites une recherche. Par exemple, ils vous disent pas, eux, ils se présentent pardon comme un moteur de résultat, un moteur de réponse, et pas comme un moteur de recherche. Donc c'est assez intéressant. Posez-lui une question, par exemple, tiens, tu peux me dire un peu les trois dernières, tu peux me dire un peu les dernières entreprises qui ont été introduites en bourse sur le secteur agroalimentaire en Europe. Et ben non seulement il va vous les trouver sur Internet, mais il va vous faire une description de chacune d'entre elles et il va vous donner ses sources. Au moins, vous pourrez aller vérifier. Perplexity, c'est gratuit, c'est d'IA. Donc des outils d'IA, vous voyez, il en existe vraiment énormément. Et ensuite, bah, quand on a vu tout ça, on se dit comment ça rentre concrètement dans les entreprises. Et nous, on voit trois grosses portes d'entrée aujourd'hui de l'IA dans les entreprises chez Mysteria. La première, c'est via les interfaces. Tout le monde est en train, toutes les entreprises sont en train d'implémenter et de former leurs collaborateurs, soit ChatGPT, soit Mistral, en tout cas ce que moi j'appelle un chatbot généraliste, qui, je vous préviens, ne vous fera pas gagner 90% de productivité, il ne faut pas du tout aller chercher ça. Par contre, pour gagner 10 minutes, 30 minutes, 50 minutes par jour, grâce à ces outils, c'est très facile. Donc, il faut le prendre comme un super assistant, comme un super stagiaire qui va vous aider sur vos tâches du quotidien. Toutes les entreprises commencent à avoir ça. Et moi, je vous le dis, et de ce que je vois, on utilisera tous un ChatGPT ou un Mistral, le chat, de la même manière qu'on utilise tous soit Outlook, soit Gmail. Ça va devenir un vrai outil de notre suite d'outils quotidiens. Ensuite, vous avez des outils très spécialisés d'IA qui sont pas des chatbots généralistes, qui vont être, par exemple, des assistants de réunion. Moi, quand je fais une visio aujourd'hui, j'ai Nuta qui vient avec moi sur la visio. Et à la fin de la visio, il m'envoie tout un récap. Voici ce qui a été dit. Voici la to-do list que tu dois faire après le call. Envoyer un mail à ton client et tu lui as dit que tu lui enverrais la propale et que tu l'inviterais à déjeuner. Voici les points positifs de ton échange. Voici les points négatifs, etc. Nuta, c'est mon assistant de réunion. Et j'ai comme ça pas mal de petites IA que j'utilise sur des tâches un peu spécifiques pour m'aider sur des choses que ne sait pas faire, par exemple, un chat GPT. Et enfin, troisième grande porte d'entrée de l'IA, c'est via les outils et les logiciels du quotidien. Parce que je vous rappelle que ce qui est très fort avec les IA génératives, c'est qu'elles nous permettent de parler en langage naturel, en français pour nous, à des outils digitaux. Moi, je dis souvent, depuis qu'on a des ordinateurs dans les mains, c'est à nous de nous adapter au langage de la machine. Si vous apprenez pas le langage Excel, vous ferez jamais de formule de fichier Excel. Si vous apprenez pas le langage qu'est-ce qu'on peut trouver, le Python ou le JavaScript, vous ne ferez jamais de développement informatique. Ce qui est très nouveau avec l'IA générative, c'est que vous allez lui parler en français et elle va traduire ça en langage Excel, elle va traduire ça en langage informatique, ce que vous voulez. Mais en tout cas, ça casse vraiment la barrière qui existait entre nous et nos ordinateurs, la barrière du langage informatique qui est parfois très complexe. Donc là, vos logiciels métiers, de plus en plus, ils sont en train d'intégrer de l'IA générative pour que vous puissiez leur parler en langage naturel et lui dire, tiens, sur la facture, tu me rentres le montant dans cette case-là, et puis s'il te plaît, tu me prépares une relance dans mon logiciel métier pour telle personne. Vous allez parler en français et tout ça va se mettre en langage informatique dans votre logiciel. Donc ça, c'est les trois grosses portes d'entrée. Enfin, pour finir, avant de partir sur le côté un peu plus boursier, c'est de vous dire où en sont les Français avec quelques stats assez intéressantes. On a de plus en plus de Français qui utilisent ChatGPT. Je vous le dis quand même, malheureusement, on est en retard sur l'utilisation. On n'est pas très en retard, mais on l'est un petit peu. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui, notamment des pays en voie de développement, qui en font une vraie arme de rattrapage des pays développés, et donc qui utilisent massivement les outils d'IA. Nous, on y va petit à petit. Ça s'améliore, mais on n'est pas encore avec une utilisation qui est malheureusement massive. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a deux stats moi, qui me choquent un petit peu. C'est que quand on demande aux Français que faites-vous avec les IA, premièrement, ils vous disent pour 44% d'entre eux, je reprends les résultats des IA génératives tels quels, sans les modifier. Ben, attention, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. On ne prend pas des résultats sans les modifier. Je vous ai dit, c'est un super stagiaire, un chat GPT. Donc, on vérifie 100% de ce que fait l'IA. Deuxième point, c'est quand on dit c'est quoi l'usage le plus fréquent que font les Français des IA génératives, eh ben, pour la plupart, c'est faire. Et attention, une IA générative type ChatGPT, c'est tout sauf un outil de recherche d'information. C'est un assistant qui vous aide à analyser des documents, comparer des documents,
synthétiser des documents, écrire du contenu, générer des images. Toutes ces choses-là, et ça représente déjà beaucoup de tâches dans notre journée, elle le fait très bien. Mais rechercher une info, ce n'est pas fait pour ça. D'ailleurs, les bases de données d'un chat GPT ne sont même pas à jour. Donc attention, on ne recherche pas d'infos sur ces outils. Mais comme on a le réflexe de Google, bah, vous voyez que la plupart des gens font des recherches avec. Il faut faire attention. Et dernier petit point, et notamment je vous le dis si vous avez des enfants, c'est le point de gauche qui est très intéressant, c'est de me dire 70% des jeunes utilisent aujourd'hui de manière hebdomadaire les IA et 99% chez les étudiants. Et là, des fois, j'ai des gens qui me disent, moi, j'ai pas d'enfant, ça ne me concerne pas. Ben, moi, je vous dis si, parce que qui sont ces 99% d'étudiants qui utilisent tous les jours ChatGPT? Ce sont vos futurs clients, vos futurs collègues, vos futurs fournisseurs, vos futurs managers, vos futurs prestataires. Tous ces gens-là, ils ont aujourd'hui 22 ans et puis ils vont rentrer sur le marché du travail et vous allez travailler de près ou de loin avec eux et ils utilisent au quotidien des IA génératives. Donc il faut très vite s'y mettre, un pour gagner en productivité évidemment, parce que c'est des outils qui font gagner en productivité, mais aussi là on le voit pour se préparer à toute cette vague qui arrive de collaborateurs qui utilisent de l'IA générative dans leur quotidien. Et là aussi, on arrête les fausses promesses de je vais gagner 70% de productivité. Par contre, on n'a jamais trouvé un meilleur outil pour nous enlever un peu des tâches répétitives, nous enlever un peu des tâches à faible valeur ajoutée et nous recentrer sur ce qui est le cœur de notre métier et de vos métiers respectifs, qui est ce qui nous plaît le plus souvent au travail. Et je passe juste rapidement là-dessus, mais vous avez une petite liste des IA les plus utilisées. Donc, vous voyez que fin 2024, c'est bien ChatGPT qui est l'IA la plus utilisée dans le monde. Perplexity, qui est troisième. Donc, vous voyez, je vous parlais de Perplexity qui est vraiment bien. C'est la troisième IA la plus utilisée dans le monde. Je peux peut-être zoomer un peu. Non. Et Claude, qui est le quatrième. Les autres, vous aurez le replay s'il y en a qui veulent aller creuser un petit peu dans quelques-uns des outils, ou sinon on en parlera dans les questions à la fin. Et enfin, je fais juste cette petite partie avant de redonner la main à Nicolas. C'est de vous dire que sur le sujet boursier, l'IA générative a beaucoup d'impact. Déjà, elle a beaucoup d'impact quand on veut entre guillemets utiliser de l'IA pour analyser ou investir en bourse. Alors là, je vous ai mis quelques cas d'usage qui sont plus de l'IA généraliste, de faire de la prédiction, des choses comme ça. Et même quand on va de la générative, même si je prends juste ChatGPT ou Perplexity, aujourd'hui, quand on veut investir dans des actions ou creuser en tout cas des entreprises qui sont cotées en bourse, ça peut être très utile. Nous aujourd'hui, alors j'ai caché les noms parce que on peut pas mettre les noms de clients comme ça, mais vous avez plein d'entreprises qui utilisent ChatGPT pour faire des rapports trimestriels. Ben oui, je peux donner toutes mes données à ChatGPT et lui dire bah tiens, tu me fais un petit rapport sur telle et telle donnée financière, tu m'expliques tel tableau financier en 3 lignes de texte. Ce tableau-là, tu me le mets sur un graphique un peu plus sympa à lire, etc. D'ailleurs, je vous le conseille. Tout à l'heure, allez sur un outil type ChatGPT ou Claude, donnez-lui les rapports trimestriels d'une entreprise et dites-lui, tiens, tu peux me faire 4-5 graphiques pour m'expliquer ce rapport-là, me faire un petit dashboard. Vous allez être choqué. Ça marche très bien. Donc, vous avez tout ça d'abord sur la partie mise en forme de toutes ces datas, etc., qui vont vraiment vous aider. Mais vous avez même, via Perplexity, par exemple, la possibilité de faire des recherches assez poussées et de dire, tiens, tu peux me comparer les 3 entreprises de semi-conducteurs en bourse, m'expliquer les hausses et les baisses de chacun d'entre eux en fonction des actualités qui ont été celles des 4 derniers mois. Et est-ce que tu peux me dire, selon toi, pourquoi tu penses que l'une ou l'autre est plus puissante, etc. C'est évidemment pas, elles vous donneront pas de réponse exacte pour là où vous devez investir, parce que de toute façon les réponses exactes personne ne les a, mais elles peuvent vous donner des grilles de lecture et vous aider un petit peu à comprendre, en tout cas de manière macro, comment l'entreprise. Perplexity notamment, testez-le, c'est vraiment pas mal. Et juste pour faire le lien avec donc la partie de Nicolas, c'est aussi de vous dire, et vous avez dû le voir passer, qu'il y a eu justement, au-delà de comment on peut utiliser l'IA sur notre vie boursière ou en tout cas sur nos investissements en bourse, c'est aussi un marché qui impacte beaucoup les marchés boursiers. Et vous l'avez notamment certainement vu avec Didi. Donc pour ceux qui connaissent pas, je vous rappelle que c'est un modèle chinois qui est sorti, un modèle d'IA, un concurrent de ChatGPT globalement chinois, qui est sorti il y a 1 mois et demi, 2 mois maintenant. Et en fait, on se rend compte que ce DeepSeek chinois, il est 30 fois moins cher que ChatGPT. Il consomme beaucoup moins d'énergie alors qu'il est plus puissant et plus performant. Et donc là, on se dit, c'est incroyable. Les Chinois nous ont sorti un modèle open source, c'est-à-dire gratuit et disponible pour tout le monde, qui consomme 30 fois moins d'énergie et qui est plus performant que les meilleurs modèles de ChatGPT. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans la foulée? Qui chute en bourse. Alors, c'est 600 milliards de valorisation, je crois, perdu en quelques heures ou quelque chose comme ça. Oui, je crois que c'est ça, en quelques heures. 600 milliards de valorisation perdue. Pourquoi? Parce que Nvidia, pour ceux qui connaissent pas, là aussi, je rappelle, c'est le géant
qui, conçoit et confectionne les puces sur lesquelles tournent les IA et fabrique pardon, les puces sur lesquelles tournent les IA. Et donc, bah, quand on voit que DeepSeek, que les Chinois arrivent à faire avec 30 fois moins de besoins, entre guillemets, une IA encore plus performante que ChatGPT, bah, ils se disent en fait, Nvidia, on aura peut-être besoin de 30 fois moins de puces Nvidia. Et donc, son cours de bourse a chuté de 20%, et donc 600 milliards. C'était la boîte la plus valorisée dans le monde en quelques minutes. Donc, il y a un vrai impact sur les marchés boursiers de ces IA génératives, hein. On en parlera tout à l'heure, mais vous avez qu'à regarder la croissance des GAFA depuis un an qui est largement, ou depuis 2 ans, qui est largement expliquée par toutes leurs annonces en IA générative. Donc, ça marche à la hausse, mais attention, ça marche aussi à la baisse. Attention sur il a été démenti quelques temps après. En tout cas, les chiffres ont été démentis. Donc, tout ça, c'est un peu rééquilibré. Il se trouve que Nvidia a repris un peu de la vigueur, mais c'est quand même le cas. Et dernier point, ben, on a donc l'IA qui peut vous aider à investir, ou en tout cas qui peut vous aider à mieux analyser les marchés boursiers. On a l'IA qui impacte les marchés boursiers avec à la hausse ou à la baisse des sujets IA qui font croître ou décroître la valorisation des entreprises. Mais on a aussi, et pour finir, des boîtes d'IA qui s'introduisent en bourse. Et je vous le mets juste ici parce que c'est encore le début. Notamment Mistral, le géant français, devrait s'introduire en bourse. Donc, je rappelle, Mistral, le gros concurrent français de ChatGPT, devrait s'introduire en bourse dans les prochains mois, dans la prochaine année. Ça a été plus ou moins validé par le PDG Arthur Mensch. Il l'a pas dit officiellement, mais il a dit il y a de grandes chances qu'il s'introduise en bourse. C'est une boîte qui vaut déjà 10 milliards quasiment. Donc on va voir, mais ce serait assez beau. On a un géant français qui est un géant européen. L'Europe parle de Mistral comme le géant européen et qui devrait s'introduire en bourse prochainement. Donc c'est plutôt une super nouvelle pour nous. Ouais, merci, merci Martin. Pour ta partie. Maintenant, effectivement, on va essayer d'aller plus en profondeur. J'allais dire concrètement, quels sont les titres en fait qui peuvent bénéficier d'une intelligence artificielle bon marché. On a parlé de DeepSeek. Finalement, je pense que DeepSeek a complètement rabattu les cartes au niveau global sur l'intelligence artificielle. Ça ne veut pas dire que les acteurs no traditionnels comme par exemple Nvidia sont finis, sont plus d'actualité. On va y revenir d'ailleurs, mais c'est d'essayer de voir un cran au-dessus, un pas plus loin, voir comment l'intelligence artificielle bon marché, qui peut en fait tirer profit de cette intelligence artificielle bon marché, qui peut scaler, faire des économies d'échelle là-dessus. On va voir qu'en fait, ce sont pas forcément les entreprises à laquelle on pense, quels sont les secteurs aussi, parce que par exemple, une entreprise qui utilise l'intelligence artificielle et qui en tire profit dans un secteur, par exemple comme la santé ou comme la grande surface, on va y revenir, ça permettrait de faire une pierre deux coups, d'une part être exposé à l'intelligence artificielle de manière intelligente, mais également de diversifier son secteur. Et vous voyez sur le graphique que je vous présente actuellement, tous les autres noms que vous voyez, par exemple Meta, Walmart, Intuitive Surgical, Netflix, ce sont en fait des entreprises qui utilisent l'intelligence artificielle et que par rapport à Nvidia, performe mieux. Donc c'est l'idée en fait de cette présentation, ça va être d'aller chercher un cran plus loin, quels sont les titres concrets et les titres qui sont bien sûr disponibles sur la plateforme Saxo, vous pourrez les traiter. Alors on va commencer donc sur Juste les peut-être, États-Unis, hein. Nico, Ouais. si je t'interroge juste une seconde, parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions, juste pour préciser, on répondra à tout à la fin, vous inquiétez pas, donc continuez de les poser, parce que moi je les lis toutes, là il y en a plein d'intéressantes, donc on traitera tout ça à la fin, pas de souci. Exactement, exactement, hein, donc vous en faites pas là-dessus. Donc maintenant sur les titres en fait à privilégier sur les actions américaines. Vous voyez, on vous parlait de titres auxquels on pense pas forcément quand on parle d'intelligence artificielle. Il y en a une qu'on apprécie particulièrement, enfin il y en a plusieurs, mais notamment, Walmart. Walmart, alors c'est la distribution. Walmart, c'est des grandes surfaces, mais il faut savoir que Walmart, eux, ils utilisent l'intelligence artificielle sur toute leur chaîne de valeur. J'ai bien dit toute leur chaîne de valeur. Par exemple, l'intelligence artificielle chez Walmart prévoit la demande, elle optimise les stocks en temps réel avec notamment de la robotique, elle permet avec l'intelligence artificielle de faire des recommandations privilégiées sur les acheteurs, notamment en ligne. Alors ça, je ne vous parle pas de quelque chose qui a eu lieu il y a 10 ans. Je vous parle du trimestre dernier. Walmart a augmenté de 20% ses ventes en ligne 20% ses ventes en ligne grâce à l'intelligence artificielle et à des bonnes recommandations et des prédictions. Ça, c'est ce que l'intelligence artificielle peut faire de concret, et donc 20% de plus sur les ventes en ligne. Également, permettre des économies d'échelle, ce qu'on appelle la scalabilité. En fait, c'est une intelligence artificielle
pas cher, notamment avec DeepSeek, mais il y en a d'autres qui vont arriver, permet aussi, voilà, d'étendre toute une robotique sur l'ensemble des supermarchés et des grandes surfaces réduire effectivement les coûts, augmenter les marges sur les produits à faible coût. Pareil, hein, pour tout ce qui est, l'automatisation et l'efficacité, on a les chariots élévateurs, on a les vérifications des reçus avec l'IA. C'est tout bête, hein, mais quand vous recevez effectivement, un bon de commande, à les lire, les compléter et cetera, l'IA peut le faire et également, au niveau des employés, il y a plus de 50 000 employés qui ont accès en fait à une sorte de chat GPT où ils peuvent effectivement poser toutes leurs questions concernant l'entreprise, les assister et cetera. Donc ça, c'est pour Walmart. Il y a aussi Meta. Alors, Meta, c'est assez intéressant parce qu'en fait, Meta, c'est une des seules entreprises des Magnificent Seven, vous savez, les grosses tech américaines, hein, les Google, Tesla, et cetera. Alors si bien sûr je mets Nvidia à part, Meta, c'est une de celles entreprises finalement qui arrivent à monétiser concrètement l'utilisation de l'intelligence artificielle. Souvent, voilà, on se pose des questions, est-ce que tous ces CAPEX, hein, donc ces investissements dans l'intelligence artificielle sur les années à venir des grosses entreprises, va avoir un retour sur investissement? Ça, c'est la question qu'on se pose. Et en fait, Meta, c'est une des seules qui actuellement et de manière concrète arrive à monétiser l'intelligence artificielle avec notamment son assistant Llama 3 qui génère les textes, les images, traduit en direct les plateformes, tout ce qui est optimisation des encarts publicitaires, savoir qui cibler, quand et comment le faire. Ça, c'est l'intelligence artificielle qui le fait chez Meta. Et bien sûr, donc eux, ils continuent d'investir dans tout ce qui est robotique. On attend à 60 milliards d'investissements pour 2025. Si je prends le cas de Netflix, Netflix, on peut se dire, mais alors Netflix, c'est un business model qui peut-être, et à un moment donné a du mal à s'étendre et en fait, grâce à l'intelligence artificielle, ils ont complètement explosé leur nombre d'utilisateurs. Il faut savoir que l'intelligence artificielle chez Netflix, c'est 80 du contenu visionné en fait, hein, qui est fait par recommandation. Vous voyez, quand vous ouvrez, je ne sais pas si vous utilisez Netflix ou d'autres plateformes, vous avez, ce film est recommandé, pour vous. Ce film est recommandé pour vous. Typiquement, ça, c'est l'intelligence artificielle qui le fait et c'est 80 des films visionnés, qui est donc fait grâce à l'intelligence artificielle. Également pour la prédiction des succès, prédire les succès, quel film va fonctionner, quelle série, sur quel type d'individu, dans quel pays. Ça, c'est l'intelligence artificielle qui le fait et Netflix l'utilise extrêmement bien. Optimiser également les bandes annonces et bien sûr, le gros avantage, c'est la scalabilité, les économies d'échelle, la traduction en temps réel. Donc, on peut vraiment étendre dans tous les pays pour tous les utilisateurs, donc traduire en temps réel les films et les séries. C'est ce que sait faire Netflix et enfin, là, on voit, ouais, on change de secteur. On passe dans, la santé avec Intuitive Surgical, vraiment une de, nos préférées parce que déjà, d'une part, sur le secteur de la santé, on est assez positif, hein, chez Saxo et d'autre part, bien sûr, sur l'intelligence artificielle, on est aussi positif. On reviendra à la fin, je vous ai fait un recap des secteurs auxquels on est positif et cetera. Mais Intuitive Surgical, c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, eux, ils utilisent l'intelligence artificielle, pour la précision des chirurgiens en temps réel pour également la formation des chirurgiens avec notamment des simulations. Ça, c'est extrêmement intéressant et bien sûr, ils peuvent faire des économies d'échelle avec une intelligence artificielle peu chère, en installant dans les hôpitaux notamment, qui sont peu équipés, en fait, voilà, d'installer des systèmes robotiques, en démocratisant la chirurgie avec intelligence artificielle. Ça, c'est ce qu'elle fait concrètement, hein. C'est pas ce qu'elle va faire dans 10 ans ou dans 30 ans, c'est concrètement ce qui est fait et concrètement comment ils font pour monétiser. Également, pour les analyses prédictives, en fait, des résultats, des patients. Alors ça, c'est aux États-Unis, donc bien sûr, l'IA est quand même toujours reine aux États-Unis, mais il y a des acteurs, des régions qui suivent et la Chine en fait partie. Donc je voulais quand même vous en parler parce qu'il y a Pékin qui soutient les industries technologiques, clés, depuis maintenant plusieurs années. Également, l'avantage de la Chine par rapport à ceux qui veulent pas, aller sur les États-Unis, et la et bien sûr, toute cette dominance, hein, des États-Unis, c'est qu'en fait, l'avantage en Chine, c'est qu'on a aussi des valorisations boursières qui sont plus attractives. On a, potentiellement, une croissance, à long terme qui va être soutenue, bien sûr, par les gouvernements, chinois. Et là, bon, on n'a pas énormément de temps, donc je vais juste passer sur Alibaba rapidement. Pourquoi Alibaba? Alibaba, c'est de l'e-commerce. Alibaba va investir 50 milliards de dollars en 2025, hein, dans l'IA. Et là, comment ils utilisent l'intelligence artificielle?
En fait, ils font de la recommandation de produits, de l'optimisation logistique. Ils vont faire de d'économie d'échelle pour les solutions logistiques dans les zones rurales. Hein, on voit la Chine effectivement, mais ça ne se limite pas que à la Chine. Hem donc Alibaba qui est de l'e-commerce, voilà, il l'utilise concrètement et arrive déjà à le monétiser. Donc on passe rapidement sur la Chine, mais effectivement pour ceux qui veulent diversifier aussi, donc on l'a vu, on peut diversifier de l'intelligence artificielle au sein de différents secteurs et aussi au sein de différentes régions. Donc c'est extrêmement intéressant. Et maintenant la bourse européenne. Alors Martin le disait, effectivement, la bourse européenne en Europe, c'est pas ce qu'on fait de mieux pour l'instant. Après, il y a quelques espoirs. On a vu qu'il y a eu le sommet sur l'IA, à Paris, hein, il y a quelques semaines, où Emmanuel Macron a parlé d'investissement de plus de 100 d'euros, dans ce, secteur. En fait, c'était pour répondre à ce qu'avait fait Trump avec le projet Stargate. On va y revenir. Stargate aux États-Unis, c'est 500 milliards d'investissements pour, accompagner en fait, l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, elle marche avec des infrastructures, notamment des data centers. On va y revenir. C'est pas de l'abstrait, c'est pas du cloud, ce sont des usines concrètes. Et donc, il y a des investissements, qui doivent être faits par, les différents gouvernements pour accompagner ça. Trump a fait Stargate 500 milliards. Macron a répondu avec 100 milliards. En termes de proportion, en réalité, c'est équivalent, hein, quand on voit par exemple la France par rapport aux États-Unis. Donc c'est intéressant. Alors qu'est-ce qu'on a quand même en Europe? On n'a pas rien, notamment en France, on a Lighton. Alors Lighton, c'est une des premières introductions en fait en bourse, d'une intelligence artificielle. Eux, ils utilisent des chatbots, des moteurs de recherche appliqués aux bases de données des entreprises. Ils ont 2 logiciels et Lighton, depuis son introduction en bourse, c'est 90 de hausse, hein. La dernière fois que j'ai regardé, ça a peut-être légèrement changé, mais depuis l'introduction en bourse, Lighton, c'est qu'il y a un vrai engouement de la part des investisseurs à venir se diversifier, en fait, en Europe et sur l'intelligence artificielle européenne. On a vraiment un bel avenir, là-dedans, mais on manque pour l'instant effectivement d'investissement. C'est ce qu'a voulu faire, la France avec ce sommet sur l'IA et également Martin en a parlé, hein, l'introduction de Mistral AI. On n'a pas tellement plus d'informations en ce moment, mais bien sûr, ça sera disponible sur la plateforme Saxo et Lighton est déjà, hein, disponible sur la plateforme. Vous pouvez déjà le traiter et Mistral AI, le sera, bien sûr également. Donc on a parlé de tout ça, donc on a parlé effectivement des entreprises qui tirent leur épingle du jeu avec l'intelligence artificielle dans différents secteurs, pas toujours les secteurs auxquels on pense. Mais est-ce que tout ça, ça veut dire que les géants actuels, je pense à Nvidia, est-ce que c'est fini? Est-ce que Nvidia, du coup, c'est game over? On l'a vu, hein, récemment, bon, il y a eu des craintes de ralentissement d'économie aux États-Unis, ça a refait baisser Nvidia, mais en réalité, depuis DeepSeek, Nvidia avait quand même repris, du poil de la bête. Nous, on pense pas qu'NVIDIA, c'est terminé. Au contraire, on est plutôt optimiste sur NVIDIA. Il y a quelques défis à relever, notamment au niveau des chaînes d'approvisionnement, avec bien sûr ce qui se passe en Chine et cetera. Mais surtout, eux, ils produisent à Taïwan, hein. Vous pouvez voir l'action, Taiwan Semiconductor. Même j'ai vu qu'ils allaient commencer à investir aux États-Unis, donc c'est plutôt une bonne chose. Mais en fait, les atouts d'NVIDIA, c'est surtout la puce, Blackwell. Blackwell, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est leur dernière puce. Il y avait quelques questions autour, est-ce qu'ils étaient capables en fait de délivrer? Est-ce que la demande n'était pas trop forte? Et en fait, on s'est aperçu lors des derniers résultats, ah oui, parce que Nvidia bat tout le temps ses résultats, tout le temps les meilleures estimations des analystes. Et en fait, Blackwell, c'est leur dernière puce, elle est 30 fois plus puissante que ce qu'ils faisaient déjà de mieux. En fait, c'est inégalé. Leur technologie est beaucoup trop puissante. Ils n'ont pas de concurrent. DeepSeek, c'est finalement, quand on voit ce que peut faire Blackwell, on voit que DeepSeek, c'est pas tellement des concurrents, même au niveau des puces, etc. On a une demande client qui est incroyable. En fait, les clients de Nvidia sont qui? Ce sont les Mac 7, c'est Amazon, c'est Google, c'est Tesla, c'est Alphabet. Et quand on regarde leur CAPEX, donc les CAPEX, hein, c'est les investissements dans les technologies dans les années à venir pour ces grosses entreprises, on constate qu'en fait, c'est toujours des milliards et des milliards. La demande est toujours là. Le seul risque, ce sont en fait, les ruptures dans les chaînes d'approvisionnement. Ça, c'est le risque avec Taïwan. C'est à Taïwan qui font tout ça. La concurrence qui peut émerger, mais la concurrence qui peut émerger, en fait, AMD, on s'aperçoit un des concurrents, c'est AMD. On s'aperçoit qu'ils ont vraiment tout petit 5 ou 10 du marché. Donc Nvidia est vraiment, toujours, là, en tout cas à court terme. Donc Nvidia n'est pas fini. Alors maintenant, on va passer sur la partie, en fait, des data centers. Parce que tout cet écosystème d'intelligence artificielle,
il marche avec du concret finalement. Finalement, ça, c'est une bonne chose parce que c'est des usines. C'est des usines où dedans, voilà, il y a des puces. Dedans, effectivement, il y a de la technologie pour faire fonctionner cette intelligence artificielle. C'est pas quelque chose d'abstrait en fait. C'est pas quelque chose qui est dans le cloud ou quoi. Ce sont des usines concrètes. Et pour démocratiser effectivement l'intelligence artificielle, pour démocratiser tout ça, il faut augmenter le nombre d'infrastructures. C'est ce que fait le projet Stargate de Trump et c'est ce que va faire aussi le projet en tout cas, qui a été annoncé par Emmanuel Macron lors du dernier sommet. C'est accompagner tout ça avec des infrastructures d'intelligence artificielle. Donc, les data centers en bourse, on peut s'y exposer. Il y a des entreprises pour s'y exposer. Je vais vous les donner et effectivement disponibles sur, bien sûr, sur la plateforme. En gros, il y a trois principaux, on va dire, secteurs. Secteurs, oui. Le premier, c'est les opérateurs et data centers. Ce sont ceux qui concrètement ont le mobilier, en fait, ont le data center. Là, on a Equinix, on a Digital Reality Trust, on a Iron Mountain. Donc eux, effectivement, ce sont eux qui concrètement ont des data centers plus ou moins gros, plus ou moins mieux répartis. Ça, je vous laisserai effectivement faire votre analyse. Pourquoi pas justement avec l'intelligence artificielle. Ensuite, on a les fabricants de matériel. Ça, c'est classique, hein, les GPU, donc les puces. Là, on retrouve Nvidia, AMD, Micron Technology. Nvidia, ça reste bien sûr les principaux. Et en troisième, on a ceux qui fabriquent en fait les systèmes de refroidissement, ceux qui font l'alimentation, la gestion énergétique, en fait l'intelligence de gestion. Et là, vous avez Vertivolding, Eaton et Schneider que vous connaissez. En réalité, Schneider, c'est finalement une entreprise d'intelligence artificielle depuis quelques années hein, maintenant. Depuis quelques années. Eux, ils font surtout de la gestion de l'alimentation. Ils bossent déjà avec Microsoft depuis des années. Ils bossent avec Nvidia depuis des années. Ça, c'est peu connu. Et Schneider permet justement à ces entreprises d'optimiser en fait leur gestion d'alimentation. On sait que c'est énormément demandeur toutes ces infrastructures-là. Pour ceux qui connaissent Schneider, en fait, ils ont même une offre à destination des particuliers, ça s'appelle Wiser Home. Je vous invite à regarder quand même, ça permet de gérer votre alimentation au quotidien. Et ça, c'est l'intelligence artificielle de Schneider qui sait le faire. Donc, ses clients sont Microsoft, ses clients sont Nvidia, sont les gros data centers. Donc là, vous avez le nom des actions concrètement pour les data centers et l'infrastructure au vu des investissements à venir qui pourraient effectivement vous intéresser. Alors, maintenant, si on sort un peu de l'intelligence artificielle, puisque vous êtes là, on va quand même vous donner les positions de Saxo Bank sur les différentes régions et les différents secteurs. Je passe assez rapidement. En gros, on a ce qu'on appelle vue tactique, vue stratégique. Vue tactique, c'est court terme. Vue stratégique, c'est long terme. On a les États-Unis à court terme. Voilà, on est assez neutre. Ça, c'est pas quelque chose qu'on a fait hier, hein. Ça, c'est déjà notre vision depuis le début d'année. Par conséquent, on avait déjà nos convictions depuis ce début d'année. Donc, à court terme, on est plutôt neutre, effectivement. Par contre, à long terme, porté par les thèmes qu'on vient de donner, le thème de l'intelligence artificielle notamment, on reste positif. En Europe, on était positif à court terme, avec à juste titre. Par contre, à plus long terme, on est quand même relativement neutre en Europe. Et plus globalement, là maintenant, par secteur, vous allez retrouver ici les secteurs où on est positif à court terme, à long terme. Il y en a deux, la santé et en fait la tech. Vous voyez, la tech, vent favorable de l'IA, leadership en expansion et la santé, on a une bonne valorisation des marchés. Donc, vous voyez, par exemple, tout à l'heure, quand on parlait de Intuitive Surgical, bah, là, on va allier effectivement la santé avec l'intelligence artificielle, deux secteurs. On est positif à court terme et à moyen terme. Hop, alors maintenant, voilà, on va passer aux questions. Super. Est-ce que tu en as vu, Martin, qui pourrait être de ton ressort? Yes. Alors, il y a beaucoup de questions et très intéressantes et c'est un grand plaisir de répondre à un maximum d'entre elles. Donc, je vais essayer de les prendre une par une. Je sais pas euh, à quelle heure à quelle heure on doit fermer le webinaire, mais je vais essayer de répondre assez rapidement. Je vous le mets juste en fond, tac, en parallèle. Alors, regarde sur la slide. Yes, s'il y en a qui sont
Pour aller plus loin, je vous ai mis juste un petit QR code. Pour rappel, on fait du conseil, de l'audit, de la formation pour tous ceux qui savent pas par où prendre ce sujet pour leurs équipes. N'hésitez pas à flasher le petit QR code et quelqu'un de chez nous qui vous rappellera pour vous aider sur tout ça. Et je prends, alors, je demanderai juste à Justine qui gère de me dire combien de temps de questions on a et combien de temps je peux passer sur les questions. En tout cas, je vais essayer d'en prendre un maximum et de vous répondre. Donc, et je te dirai, Nicolas, s'il y en a qui sont plutôt pour toi, qui concernent Saxo et sur lesquels j'ai pas la réponse. Alors ASML qui construit les machines pour fabriquer les puces. En effet, là aussi, ASML a un gros avantage et assez monopolistique sur le sujet, de la même manière que Nvidia. Alors ça reste plus petit, mais oui, j'aime bien cette analogie de celui qui s'enrichit, c'est celui qui vend des pelles quand il est arrivé vers l'or. Bah là, c'est le cas d'ASML. Le cas d'ASML qui vend qui crée, qui aide, enfin oui, en tout cas qui crée des machines pour que Nvidia puisse faire tourner ses puces, etc. Donc c'est sûr que c'est une boîte qui est très solide. Ils n'ont pas que Nvidia en client non plus, donc ils ont une grosse partie du marché, donc plutôt très solide. Rani qui nous dit quid de la tendance des chipsets personnalisés à l'instar de Google et Amazon, est-ce que ça peut affaiblir Nvidia? Alors je rappelle pour ceux qui connaissent pas les chipsets, c'est que en gros, si je simplifie, Amazon et même OpenAI ou autres Google se disent on veut arrêter d'être trop dépendant de Nvidia, donc on va créer nos propres GPU, on va créer nos propres puces. Et si je comprends bien la question de Rani, c'est est-ce qu'il y a un risque pour Nvidia ou alors ça va faire bouger un petit peu le marché. Hein. OpenAI, dans le projet notamment qu'a annoncé Nicolas de Stargate de lever 500 milliards de dollars aux États-Unis, il y a une grosse partie faite par OpenAI, notamment pour créer ses propres puces. Donc ça va arriver, ça c'est sûr, et ça va faire diminuer le marché les parts de marché d'NVIDIA. Ça c'est possible. En revanche, ce qu'il faut bien voir, c'est que le marché de la puce, il est peut-être 2%, 5% ou 7% de ce qui sera dans les prochaines années. C'est que même si Nvidia perd un peu en part de marché parce qu'il y a d'autres acteurs, en fait, le gâteau va tellement grossir que même en perdant un peu des parts de ce gâteau-là, Nvidia va grossir. C'est à peu près sûr. Donc aujourd'hui, il va y avoir des acteurs. Je pense qu'ils viendront tous grignoter quelques points à Nvidia. Par contre, avant d'avoir un acteur qui vient concrètement concurrencer Nvidia en étant un vrai concurrent global, etc., ça va être assez dur. Ouais, Michel je nous dit rebondis là-dessus, OVH. Martin. Ouais, vas-y, vas-y. Je rebondis là-dessus parce que j'ai vu une question avec, entre AMD versus, Nvidia. En gros, en fait, AMD, c'est assez particulier parce que quand ils ont pu, quand ils avaient l'opportunité, en fait, de grappiller un peu des parts de marché, ce qu'on a observé, c'est qu'ils n'ont pas réussi à le faire, notamment lorsqu'il y avait des problèmes d'approvisionnement sur les puces Blackwell, de Nvidia, notamment l'année dernière, hein, où Nvidia arrivait pas à suivre la demande. Il y avait des soucis dans l'approvisionnement et en fait, on s'est aperçu que AMD n'arrivait pas à ce moment-là à aller quand même gagner des parts de marché, même minimes. Donc ça a posé quand même quelques questions sur l'efficacité d'AMD vs Nvidia. Donc Nvidia reste clairement le leader incontestable et encore devant. Ça c'est vraiment quelque chose qui nous a mis un peu la puce à l'oreille l'année dernière. On a regardé dans le détail pourquoi ils n'arrivent pas malgré les retards de Nvidia. Pourquoi ils n'y arrivent pas et effectivement, ils sont moins efficaces en tout cas. J'ai vu une autre question aussi où on nous dit, Marc nous dit, voilà, vous ne mentionnez pas les aspects liés à la très haute consommation des data centers, j'imagine. Alors en fait, les data centers, effectivement, il y en aura davantage de plus en plus. On l'a vu pourquoi l'intelligence artificielle se démocratise, donc il faudra plus d'infrastructures. Et en fait, c'est une bonne question hein. Au niveau de la consommation énergétique, c'est légitime. Mais justement, il y a des acteurs, on en a parlé comme Schneider. Schneider, en plus qui est coté à Paris, hein, eux, ils ont pour objectif effectivement d'essayer d'optimiser cette gestion, de faire que ça soit le mieux possible, le moins consommateur et d'électricité possible. Et ça, ils le font déjà pour les entreprises, ils le font déjà pour les particuliers avec Wiser Home. Hein. C'est pour ça que je vous invite vraiment à regarder, même pour votre utilisation, Wiser Home. C'est ce qu'ils font déjà. Donc, il y a des entreprises qui travaillent là-dessus pour minimiser cet impact. Également, on parlait des nouvelles puces Blackwell de Nvidia, qui fait que vraiment ils ont assis leur supériorité et les puces de Nvidia, les Blackwell, les dernières, sont 30 fois plus puissantes que les meilleures qu'elles faisaient, mais aussi sont beaucoup moins consommatrices en énergie. Donc ça, c'est important. Donc ce duo avec entre d'un côté Schneider, mais d'autres également hein, qui optimisent tout ça, et les nouvelles puces qui sont de plus en plus performantes et de moins en moins consommatrices en énergie va en tout cas être une partie de la réponse sur les aspects liés à la haute consommation. Et on le voit hein, d'ailleurs sur tous les modèles d'IA aujourd'hui, à performance égale, la consommation d'énergie des modèles chute. Donc, et ça va continuer parce qu'en effet, des puces beaucoup plus performantes. Je vois une question sur DeepSeek
Quelqu'un dit, j'ai cru comprendre qu'il y avait un engouement, certes, mais que si on regarde de plus près, DeepSeek a dépensé beaucoup plus d'argent que ce qui était annoncé. C'est vrai. Moi, je dis souvent, on se méfie des chiffres du chômage chinois, mais on ne s'est pas méfier des chiffres des coûts d'entraînement du modèle chinois. Ils ont annoncé 5 millions de dollars pour entraîner un modèle, alors que l'équivalent de chez ChatGPT aurait coûté 100 millions de dollars. Il se trouve que ça n'a pas du tout coûté 5 millions de dollars à DeepSeek. Ça a coûté beaucoup plus cher. Il se trouve que ça n'a pas été entraîné sur des puces Huawei comme on pensait, beaucoup plus petites, mais ça a été entraîné en grosse partie sur des puces Nvidia aussi. Donc, faut faire attention à tout ça. Il y a beaucoup d'effets d'annonce, mais en fait, derrière, en effet, il faut creuser de plus près. Sylvain nous dit, est-ce que Mistral est un vrai concurrent ou est-ce comme Quant? Bah, nous, on le déploie de plus en plus. C'est assez intéressant. Mistral, on le déploie de plus en plus dans des entreprises, alors qu'on le faisait pas du tout il y a 3, 4 mois. Donc, ça devient une vraie demande de plus en plus. Il y a deux choses. En termes de d'IA et de modèles, ils sont très performants. Honnêtement, ils n'ont pas grand-chose à envier aux géants de la tech, aux géants OpenAI, Microsoft et compagnie, et Claude. Donc, c'est vraiment des bons ingénieurs qui ont beaucoup de données, beaucoup d'argent pour créer des bons modèles. Donc là-dessus, ils seront bons. Par contre, en termes de commercialisation, et c'est là où vous avez peut-être un peu raison, est-ce qu'ils ne performent pas grâce au soutien des politiques européens? Si, en partie, notamment en termes d'argent. C'est que les géants européens investissent beaucoup dans Mistral. Alors, je pense qu'ils ont une capacité d'investissement qui est plus faible que la capacité d'investissement des Américains dans OpenAI. Donc ça, c'est quand même à avoir en tête. Il y a un moment donné où quand ça s'arrêtera chez Mistral, ça s'arrêtera pas chez ChatGPT. Donc ça, c'est sûr. Et puis le fait que c'est bien d'avoir une super IA, mais derrière, il faut aussi un super produit, il faut aussi le commercialiser, et derrière, il faut faire une vraie entreprise. Et là-dessus, ben, par définition, ils n'auront pas les mêmes moyens que les autres. Donc, il y a un bel engouement, c'est très prometteur, Mistral, mais je suis très d'accord avec vous qu'il faut avoir ça en tête. Il faut se dire, c'est pas qu'une super IA. Est-ce que derrière, on peut en faire un outil qui est utilisé par des centaines de millions de personnes? Ben, ça, l'avenir nous le dira, mais on n'en sait pas grand-chose. Donc, on en est un petit peu là-dessus aujourd'hui avec Mistral. Alors, je vois, là, je vais reprendre la main, Martin, pour 3 Ouais, questions. Je vais essayer de faire 3 en un. Il y a beaucoup de questions, alors je vous remercie pour votre participation. C'est sympa. Mais alors, il y a première question, est-ce qu'il y a des titres qui peuvent rentrer dans un PEA sur les entreprises data center? Bah, en fait, Schneider hein, dont on parlait, est PEAble. Donc, ça rentre dans un PEA Schneider, donc sans problème. Ensuite, je vois une question de Michel sur la santé, mais est-ce que le secteur n'est-il pas à risque avec la politique de Trump? Alors, au niveau de la santé, en fait, avec la politique de Trump, j'allais dire au contraire, parce que lui, il était assez favorable pour une dérégulation en fait hein, de ce secteur. On sait que c'est un peu ce qui freine maintenant la santé, ces grosses régulations. Trump, voilà, était plutôt pour alléger tout ça. C'est aussi un secteur qui est vraiment sous-évalué hein, d'un point de vue vraiment purement boursier depuis plusieurs années maintenant. Donc, nous, on estime que c'est assez opportun actuellement. Et une question de Hugues, y a-t-il des packages d'actions intelligence artificielle disponibles chez Saxo? Alors en fait, dans la partie marché info de votre plateforme, vous avez des thèmes en fait. Et là, vous pourrez trouver des thèmes voilà, sur l'IA, sur les infrastructures, etc. Donc oui, on a des thèmes d'investissement dans la partie marché info de la plateforme. Bon, je pense qu'on hop, je arrive te à la fin de laisse. ce webinaire, hein, Ouais, je te midi laisse, 50. Nicolas. Il y avait encore quelques questions, mais là, il y en a beaucoup. On ne pourra pas tout prendre, malheureusement. Bon, en tout cas, voilà. Après, vous pouvez toujours nous les envoyer. Il y aura bien sûr le replay. On ne pourra pas répondre à toutes les questions. Alors, on doit effectivement terminer ce webinaire. Merci hein, pour la participation. Merci pour les questions. Merci à Martin. Très, très pertinent. Et merci pour vos merci. Je vois qu'il y en a pas mal. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très, très bonne journée. À bientôt. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé.